Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Clémence Beauvais, coordonnatrice aux événements au RGCQ. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce webinaire Un fonds condo en direct sur notre page Facebook sur les 10 choses à savoir avant d'acheter un condo. C'est Laurent Emery, directeur général du RGCQ, et Adrien Vallat, directeur projet stratégique au RGCQ, qui seront vos conférenciers pour la soirée et qui vous éclaireront pour un achat en toute connaissance de cause. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et vos conférenciers y répondront à la fin. Pour les personnes qui sont inscrites sur le site web, vous allez recevoir l'enregistrement de la conférence ainsi que la présentation par courriel automatiquement dans les prochains jours. Puis pour les personnes qui nous rejoignent sur Facebook, si vous souhaitez recevoir ces éléments, vous pouvez m'adresser un courriel. Je vais vous mettre mon adresse courriel dans le chat. Et je laisse sans plus tarder la parole à vos conférenciers et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Clémence. Bonsoir, Adrien. Donc, Adrien, est-ce que tu nous entends? Bonsoir à tous, je suis là aussi, absolument. Excellent. Donc, on a encore des gens qui se connectent, donc on va laisser quelques minutes. Donc, ce soir, Adrien, on va parler, bien entendu, des 10 choses à savoir avant d'acheter une copropriété. Donc, un petit avertissement. Là, réellement, la formation de ce soir a été faite pour des futurs acquéreurs de copropriété, donc des gens qui s'intéressent à l'achat d'une première copropriété. Donc, on est vraiment dans des informations de base sur le condo au Québec et savoir quoi vérifier avant d'acheter un condo. Donc, on va également prendre quelques minutes, Adrien, pour parler des différentes réformes. Là, je ne sais pas si tu peux en glisser quelques mots pendant que les gens se connectent, parce que je pense que beaucoup d'intérêt de la part de nos participants ce soir sur les changements récents, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup parler dans les médias ces jours-ci. Oui, absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, les réformes, on en parle. Si vous êtes des membres du RGCQ et des fidèles de nos formations, là, vous savez que ça fait plusieurs années qu'on a entamé un cycle de réformes qui a commencé par les assurances et qui s'est poursuivi pour toucher tous les domaines de la copropriété. On arrive vraiment dans le dernier droit là, de ce cycle. On en parlera plus tard dans la présentation, notamment sur ce qu'il faut vérifier avant d'acheter. Mais on attend le dernier bout du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui sont des règlements qui vont venir nous préciser beaucoup d'éléments du fameux projet de loi 16, mais en particulier tout ce qui a trait aux études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, et aussi beaucoup d'informations dans le cadre des transactions. Donc, je vendrai pas la mèche là avant qu'on se rende à cette étape-là dans la présentation, mais vous allez voir, on va développer un peu plus loin là-dessus. Excellent. Donc, on est prêt à commencer. On est prêt, tout le monde connecté sur le Zoom. Je vois des gens en ligne. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, en fait, le RGCQ, c'est une association, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1999. Le RGCQ a pour objectif de former, d'informer et d'être également le porte-parole des acteurs du milieu de la copropriété auprès des différentes instances gouvernementales, que ce soit copropriétaires, administrateurs, gestionnaires de copropriété ou tout autre acteurs du milieu. On va parler du courtage un peu aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de la rénovation, les professionnels du bâtiment également. Notre objectif, c'est vraiment de transmettre toute l'information nécessaire aux acteurs du domaine du condo. Donc, on est divisé actuellement en 3 chapitres, le chapitre de Québec, de l'Outaouais et le chapitre de Montréal. Et on compte à peu près 86 000 unités membres. La copropriété au Québec, c'est environ 330 000 unités de copropriété pour 27 à 30 000 bâtiments. Donc, ce sont, vous l'aurez compris, beaucoup de petits édifices en copropriété, de 2 à 4 unités. Ces édifices-là correspondent à 70 % des édifices au Québec. Donc, et souvent, ce qu'on a l'habitude de voir, les grandes tours d'habitation, les grandes tours de 100 unités et plus correspondent uniquement à 1 % de tous les édifices en copropriété. Donc, c'est pour dire comme quoi la copropriété touche tout le monde dans différentes régions du Québec. Voilà. Donc vas-y, Adrien, pardon. Oui, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de laisser Laurent poursuivre là-dessus, peut-être juste vous préciser que vous pouvez nous poser des questions en tout temps là,
pendant la présentation en utilisant le bouton Q&R ou Q&A sur Zoom ou dans le Facebook Live aussi directement, poser vos questions. Il y a des fois un peu de délai. S'il y a des questions comment je dirais, de compréhension, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Ça se peut que certaines autres, on décide d'y revenir plutôt vers la fin. Donc, on les verra passer. De toute façon, on essaiera de répondre à toutes les questions là, dans le temps qu'on passera ensemble. Donc, acheter une copropriété, bien entendu, c'est acheter une propriété. Et lorsqu'on achète une propriété, à la base, on regarde le voisinage, le quartier, tout ce qui serait école, emploi, transport en commun. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas tant de différence qu'au niveau de la maison unifamiliale ou que je dirais de l'immeuble à revenu. Là où va changer un peu ou qu'il va y avoir des particularités au niveau de la copropriété, c'est réellement au niveau du vivre ensemble et du voisinage. Donc, on l'aura compris, la copropriété, c'est un mode d'habitation, mais c'est surtout un mode de cohabitation. Donc, nos voisins sont beaucoup plus proches qu'on les aurait dans une maison unifamiliale et on vit au quotidien avec les aléas de ce voisinage-là. On vit au quotidien des fois avec, bien entendu, des enjeux de bruit, des enjeux de stationnement, mais on vit aussi dans un esprit de communauté. Donc, il y a bien entendu beaucoup d'avantages à vivre en communauté, en copropriété, ne serait-ce qu'au niveau des partages des tâches. On crée un esprit de quartier aussi dans ces édifices-là. Donc, c'est un élément à prendre en considération. Si vous faites le pont de la maison unifamiliale vers la copropriété, certains de ces éléments-là vont ressortir un peu plus. Quand on est propriétaire de notre maison, on est maître chez soi, tandis qu'en copropriété, on est un individu dans une communauté de 2 à 100, 150, 300 personnes. Donc, c'est important qu'il règne une certaine harmonie aussi entre les copropriétaires. Donc, c'est important de s'assurer qu'on souhaite bel et bien faire le choix de la copropriété. Longtemps, les promoteurs immobiliers nous ont vendu la copropriété comme un peu la vie à l'hôtel. Malheureusement, ça ne s'est pas décliné comme ça. Il y a des avantages, comme je vous disais, mais il est important quand même que chacun des copropriétaires prenne ses responsabilités. L'élément le plus important au niveau de votre mode de vie, c'est, puis on va en parler un peu plus tard, c'est le règlement de copropriété. Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez un horaire atypique où vous travaillez de nuit, où vous faites du bruit, vous jouez de la musique? Le règlement de copropriété va être sans doute un des documents les plus pertinents lorsque vous allez faire le choix d'un immeuble parce que c'est ces règlements-là qui vont devoir s'adapter à votre mode de vie. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est votre mode de vie qui va devoir s'adapter à ces règlements-là. Donc, c'est important de les vérifier en amont de la transaction. Si vous avez, par exemple, des animaux et que le règlement de copropriété pourrait interdire un type d'animal ou un poids jusqu'à X d'un certain type d'animal, c'est important que vous le sachiez avant pour ne pas vous retrouver devant une situation complexe lorsque va venir le temps de l'aménagement aussi. Voilà. Bon, tantôt on en a parlé, le parc de copropriété au Québec, c'est tant des duplex que des grands immeubles de centre-ville. Donc, on l'a mis dans les diapositives, du duplex au gratte-ciel, en passant également par les maisons de ville. Donc, c'est un mode qu'on voit moins. Souvent, elle se cache dans le paysage urbain, mais souvent, on va avoir des maisons de ville qui sont en copropriété. Donc, ça peut être des jumelés, ça peut être de 2, 3, 4, 5 unités d'habitation. Les maisons de ville, c'est un type de copropriété qui est particulier, qui n'a pas toujours le même mode d'administration, que les immeubles en copropriété que j'appellerais un peu plus traditionnels. Donc, c'est important de faire un choix. Est-ce qu'on souhaite vivre dans un grand immeuble dans lequel il va y avoir des ascenseurs, dans lequel il va y avoir des stationnements souterrains, dans lequel il va y avoir également des longs corridors. On en parle un peu plus tard, mais des services offerts, hein, piscine, gym, terrain de tennis. Donc, c'est un type de copropriété. Ou est-ce qu'on souhaite vivre dans une copropriété plus petite, donc de 2, 3 jusqu'à 12 unités, dans lequel il n'y a pas nécessairement de grandes parties communes. Donc, il va peut-être avoir des stationnements extérieurs, il va peut-être avoir des terrasses communes. Souvent, on a de parties communes que les corridors ou la cage d'escalier qui va mener à chacune des unités. Donc, c'est deux types de copropriétés qui, au sens de la loi, sont identiques. Par contre, en termes de vie, c'est très, très, très différent. Neuve ou existante, on va en parler un peu plus tard.
il existe beaucoup, bien entendu, de copropriétés neuves sur le marché, mais il existe également beaucoup de copropriétés existantes aussi. Quels sont les avantages? On regarde souvent le neuf parce que les besoins en rénovation sont moindres. C'est des matériaux à jour, la qualité de construction, etc. Par contre, dans l'existant, des fois, ce qu'on appelle la copropriété a vécu et souvent va s'être adaptée. On va avoir une meilleure idée aussi du reflet des charges communes dans une copropriété qui a plusieurs années parce qu'on l'a administré pendant peut-être 1 ou 2 décennies, donc on sait à quoi s'attendre. La copropriété neuve vient avec, bien entendu, souvent des matériaux plus récents, mais également beaucoup plus de flou sur les prochaines années. Divise ou indivise, c'est une question qui revient souvent. Il y a bon, c'est 2 régimes bien différents. Ce qu'on parle aujourd'hui, bien entendu, c'est le condo, la copropriété divise. Donc, c'est le type de copropriété qui est encadré par le Code civil du Québec. C'est le type de copropriété sur lequel le RGCQ agit le plus. La copropriété indivise, c'est un type un peu plus rare de copropriété. On le voit souvent dans les quartiers centraux des grandes municipalités, Montréal, Québec, etc. On a l'habitude de le voir un peu plus dans le duplex, le triplex, le quadruplex. Donc, la copropriété divise, vous êtes propriétaire à 100% de votre unité et vous avez une quote-part dans les parties communes. Tandis qu'en indivision, tout le monde a une quote-part de l'ensemble de l'immeuble. Donc, il y a bien entendu des différences. Au niveau du financement aussi, c'est très difficile de financer une copropriété indivise. Il y a peu d'institutions financières qui vont vouloir le faire et souvent, ces institutions financières-là vont également interdire la location des unités en copropriété indivise. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra les regarder. Et au niveau de la destination de l'immeuble, bon, bien entendu, si vous souhaitez y vivre, on cherche un immeuble à destination résidentielle. On va avoir également des copropriétés à destination commerciale. Donc, il y a des immeubles en copropriété à destination commerciale. On voit de plus en plus de mixtes. On va voir souvent sur le bord de la rue, on va voir un commerce et au-dessus, il va y avoir les unités en copropriété. Et il existe également tout ce qui est copropriété de villégiature, dans lequel il peut y avoir de la location court terme, des fameux time sharing. Donc, ça, on va voir ça dans la région de Mont-Tremblant, dans les régions des stations de ski, également tout ce qui est balnéaire. Donc, c'est important de valider la destination de l'immeuble pour s'assurer que vous ayez chaussures à votre pied lorsque vous allez faire votre achat. Oui, j'ajouterais une précision, peut-être justement, quand on parlait des maisons de ville ou des jumelés. On part du principe que si vous assistez à l'événement de ce soir, c'est que ça vous intéresse d'acheter un condo, mais peut-être que ce n'est pas la seule option que vous avez face à vous, là. Mais des fois, il y a donc ces copropriétés qu'on ignore. Là, on ne se rend pas compte que c'est des copropriétés, mais posez bien la question si vous êtes justement plus dans une recherche de maison de ville ou de jumelés. Ça arrive très souvent que ce soit effectivement des syndicats de copropriété, mais que les gens soit ne les gèrent pas comme ça, soit ne le savent même pas. Donc, on peut toujours avoir la surprise après l'achat. Donc, ça fait partie des choses vraiment ce soir. C'est un des messages qu'on peut vous faire passer. Faites vos recherches là-dessus pour justement être sûr dans quel type d'habitation vous allez vous embarquer parce que ça a des conséquences sur toutes les décisions que vous allez prendre par la suite une fois que vous serez propriétaire. Parfait. Donc, un des premiers éléments à vérifier, comme je vous ai dit, tantôt on a parlé des règlements, c'est la déclaration de copropriété. Donc, la déclaration de copropriété est séparée en 3 parties, du moins pour les copropriétés de 1994 et plus. Donc, l'état descriptif des fractions qui vient déterminer votre quote-part dans l'immeuble, l'acte constitutif de la copropriété, dans lequel vous allez également retrouver un élément très important qui est la clause pénale. Donc, la clause qui permet au conseil d'administration d'appliquer une pénalité lorsqu'on enfreint un des règlements de l'immeuble. Et au final, le règlement de l'immeuble dans lequel on va voir, bien entendu, des règlements sur les animaux, sur la location, bruit, tabac. Donc, ce ne sont que des exemples. Mais le plus important là-dedans, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est de vous assurer que ces règlements-là correspondent à votre mode de vie, à votre rythme de vie. Donc, on ne souhaite pas acheter dans une copropriété dans laquelle les animaux de plus de 30 livres sont interdits lorsqu'on a un très, très gros chien. On souhaite éviter ce genre
situation-là parce que ça peut, bon, bien entendu, créer des conflits par après. Ce qui est important, les déclarations, bien, en fait, les règlements d'immeubles, la version que vous allez avoir au Bureau de la publicité des droits, c'est la dernière version à jour de la déclaration de copropriété, mais les syndicats de copropriété ne sont pas tenus nécessairement de mettre à jour de façon notariée le règlement d'immeuble. Donc, lorsque vous allez faire votre vérification diligente auprès du vendeur, vous allez devoir demander le règlement d'immeuble à jour et vous assurer par le syndicat de copropriété que c'est la dernière version du règlement parce qu'il se pourrait que le règlement ait changé depuis l'implantation de la copropriété. Je donne un exemple qui est quand même assez récent. Lorsque le gouvernement a légalisé la consommation de cannabis, certains syndicats de copropriété ont interdit l'utilisation soit dans les parties privatives, et même, en fait, soit dans les parties communes et même dans les parties privatives de fumer du cannabis. Il se peut que dans la déclaration de copropriété que vous ayez au registre foncier, que ça ne soit pas nécessairement la dernière version et que vous n'ayez pas ce type de règlement-là. Donc, c'est important de vous assurer d'avoir la dernière version des règlements avant de faire votre choix. Ouais, peut-être on peut préciser aussi que normalement les règlements sont écrits, hein. Il n'y a pas de règlement tacite ou implicite. Donc, on devrait être capable au niveau du syndicat de copropriété de vous fournir un écrit, un document là, qui donne les règlements. Attention, cependant, ils ne sont pas tous dans la déclaration, ils ne sont pas tous compilés dans la déclaration bien proprement dans beaucoup de copropriétés. Ça peut être un peu compliqué. Des fois, il faut aller fouiller dans certains procès-verbaux d'assemblée, par exemple, pour en retrouver la trace. On y reviendra un peu plus tard. Mais ça nous amène justement à l'organisation de la copropriété, justement. Comment, c'est une des choses importantes avant d'acheter un condo, savoir comment s'est organisée une copropriété, dans quoi on s'embarque. Donc, essentiellement, il y a deux organes décisionnels dans une copropriété, c'est-à-dire deux pouvoirs qui travaillent ensemble, évidemment. Le premier, c'est le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration gère au quotidien les affaires du syndicat. Il s'occupe de l'entretien de l'immeuble. C'est lui qui s'occupe aussi de faire respecter la déclaration de copropriété. Le conseil d'administration, c'est un petit groupe, en général, de copropriétaires qui habitent dans la copropriété, qui sont désignés donc tous les ans par l'Assemblée des copropriétaires. L'Assemblée des copropriétaires, c'est le fameux autre organe là, du syndicat. Et l'Assemblée des copropriétaires, c'est vous le copropriétaire, et c'est tous les autres ensemble qui vous réunissez au moins une fois par année. Donc, il y a une Assemblée générale annuelle qui est obligatoire, mais il peut aussi y avoir, pour différents sujets, là, des assemblées extraordinaires qui sont convoquées de temps à autre, notamment quand il y a des travaux urgents à réaliser ou des choses comme ça. L'Assemblée des copropriétaires, c'est important de le dire, sur beaucoup de points, elle est consultée. Consulter, ça ne veut pas dire que c'est elle qui décide. Par exemple, le budget, on voit dans beaucoup de copropriétés qu'on vote le budget, mais il faut savoir que ça reste un vote consultatif. C'est le conseil d'administration, ultimement, qui décide du budget. Mais, justement, là où il y a le vrai pouvoir de décision, c'est que c'est au cours de l'Assemblée qu'on élit le conseil d'administration. Donc, par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est si on a un budget qui déplaît particulièrement à tous les copropriétaires, en général, on ne va pas réélire à la fin de l'Assemblée les administrateurs qui nous l'ont présenté. On va choisir d'autres personnes qui mettront en œuvre un autre budget et un autre programme. Mais l'Assemblée, elle a quand même si elle est consultée à certains égards, elle prend aussi beaucoup de décisions. Notamment, il y a des votes sur les modifications à la déclaration de copropriété. Donc, on a parlé des règlements tout à l'heure. Les règlements de copropriété, ils sont décidés en assemblée. Et les travaux aussi, donc par exemple, de transformation, d'amélioration, qui sont des travaux justement qui vont modifier les parties communes de la copropriété, ils sont décidés en assemblée. Laurent? Ce qui est important là-dedans, c'est que ce soir, Adrien et moi, on vous présente, bien entendu, la copropriété que j'appellerais exemplaire, qui rentre dans les normes, qui rentre dans les cases, dans ses obligations légales, etc. Ce n'est pas toutes les copropriétés, bien entendu, au Québec qui sont administrées, comment je dirais, parfaitement au sens du Code civil. Vous allez voir, puis c'est important de le mentionner parce qu'il ne faut pas nécessairement s'en inquiéter.
faut revérifier et aller chercher plus d'informations à ce moment-là. Une copropriété de 3 unités va avoir souvent un conseil d'administration de 3 personnes qui vont être l'ensemble des copropriétaires et l'Assemblée générale va être également l'ensemble des 3 copropriétaires. Donc, rappelons-le, il y a peut-être une facilité d'exécution aussi au niveau des décisions et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un peu plus qu'on appellerait d'assemblée de patio, d'assemblée de cours parce que, bon, les gens se voient à l'extérieur, prendre le temps de prendre des décisions pour le bien de la copropriété, etc. Ils ont les mêmes obligations légales que les grands syndicats de copropriété qui vont louer d'énormes salles pour recevoir 300, 400 personnes qui constituent l'Assemblée des copropriétaires. Donc, c'est important de regarder ça aussi. On en parlait tantôt au niveau des règlements d'immeubles, s'assurer d'avoir l'information la plus à jour possible. C'est important, si vous n'êtes pas certain, de contacter le syndicat de copropriété, de me demander est-ce qu'il y a de l'information que je devrais savoir au niveau du règlement. On va y revenir tantôt au niveau des documents de courtage, mais allez chercher le plus d'informations possible pour vous assurer, comme je le répétais tantôt, que vous trouviez chaussure à votre pied dans ces circonstances-là. Oui, absolument, parce qu'on peut avoir un coup de cœur pour un condo et finalement se rendre compte que les règlements ne correspondent absolument pas à notre mode de vie. Et ça, on l'a dit plusieurs fois déjà, mais c'est vraiment important d'en être conscient parce qu'on lit souvent des histoires d'horreur comme ça. Des personnes qui achètent, j'ai 2 chiens, ben, on n'a pas le droit d'avoir de chiens chez nous. Une fois qu'on a acheté, ben, on s'est engagé à suivre la déclaration de copropriété. Là, on ne peut pas décider unilatéralement de ne pas suivre les règlements. Faut se le dire, par contre, il y a des garde-fous à ce niveau-là. Bon, vous allez chercher les documents. Si vous faites affaire avec un courtier, bon, bien entendu, la déclaration du vendeur. On va vous parler tantôt du demande de renseignement au syndicat des copropriétaires, qui est un document, un formulaire non obligatoire, mais fourni par l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui vient chercher également des informations. Et ensuite, rappelons-le, le futur acquéreur va passer devant le notaire. Donc, il peut aller chercher également à ce niveau-là d'autres informations nécessaires. Donc, dans le processus, bien entendu, il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent vous aider dans votre prise de décision aussi à ce niveau-là. On a déjà une question, puis je vais prendre le temps d'y répondre tout de suite parce qu'on parle du conseil d'administration. Madame Constantinescu Kalina, qui mentionne dans sa copropriété de 16 qu'il n'y a jamais personne qui veut administrer. Donc, on ne peut pas voter pour d'autres administrateurs si on n'aime pas le budget. Donc, en effet, c'est une réalité des copropriétés de plus en plus d'avoir de la difficulté à trouver des administrateurs. Les administrateurs de copropriété, la très, très grande majorité, ce sont, comme vous, comme moi, comme Adrien, des administrateurs qui travaillent à temps plein pendant le jour et qui font ça bénévolement les soirs et les fins de semaine. Donc, c'est une charge additionnelle, bien entendu, bénévole, qu'ils doivent assumer pour s'assurer de bien administrer l'immeuble et de vous assurer, vous aussi, que votre investissement immobilier conserve sa valeur dans le temps. Donc, c'est certain que dans certaines copropriétés, c'est difficile de trouver des administrateurs, mais donc, c'est peut-être une occasion aussi de s'impliquer soi-même, de lire. Des organisations comme le RGCQ, on est là pour aider également les administrateurs de copropriété. Bon, il y a la formation et tout ça, mais on crée des guides, on a des outils, etc. Tout ça pour faciliter le rôle d'administrateur. Donc, j'espère que ça répond à votre question. On a une autre question qui est rentrée et on aura la réponse un peu plus tard. C'est pour savoir quand est-ce qu'on doit se procurer la déclaration et comment ça fonctionne. Ça, on va vous le dire un peu plus tard dans la présentation, vous allez voir. Pour l'instant, on arrive à la 5e chose à savoir avant d'acheter un condo. Il faut savoir ce qu'on achète tout simplement. Et ce qu'on achète, c'est une fraction de la copropriété. Mais qu'est-ce que c'est une copropriété? Donc, en copropriété divise, on l'a dit, ce que vous achetez, c'est une unité, donc qui est une partie privative. Ça vous appartient, c'est à vous. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous pouvez faire 100% ce que vous voulez dans cette partie privative, parce que donc, il faut quand même respecter la déclaration de copropriété, mais ça vous appartient. Mais ce que vous achetez aussi, c'est une partie des parties communes. Et ces parties communes, elles sont réparties en 2 catégories. Il y a les parties communes classiques, entre guillemets, donc ça, on parle peut-être de la façade du bâtiment, des corridors, de la toiture, tous ces éléments qui sont finalement où on ne distingue pas de droit de jouissance ou d'accès là pour les uns ou pour les autres. Des autres parties communes qui sont les parties communes à usage restreint. Donc ça, ce que ça veut dire,
c'est que oui, ça reste considéré comme une partie commune aux yeux de la déclaration, mais il y a seulement certains copropriétaires qui en ont l'usage ou la jouissance. Donc, très concrètement, ce que ça veut dire, des parties communes à usage restreint, c'est souvent des balcons en copropriété, des fenêtres aussi, des terrasses, des fois, qui peuvent être soit accessibles à une seule unité ou à plusieurs unités. C'est pas tout le temps le cas, hein. Des fois, ça peut être des parties privatives, mais dans la plupart des copropriétés, ça reste des parties communes à usage restreint. Et ce que ça veut dire, ça amène un régime un peu différent pour l'entretien et les travaux sur ces parties-là. On y viendra un peu plus tard quand on parlera des charges communes, mais il y a quand même des différences là, entre les parties communes à usage restreint et les parties communes classiques. Oui, Laurent? Ce qui est intéressant au niveau de cette diapositive-là, puis on a 3 belles questions auxquelles on va répondre tout de suite également. Au niveau des parties communes à usage restreint, là, il y a la question d'Éric qui nous demande si les balcons sont souvent dans la catégorie des parties communes à usage restreint. En effet, l'exemple, on parle d'usage restreint, certains les appellent des parties communes à usage exclusif. L'idée même du balcon, c'est que c'est une partie commune parce qu'il fait partie également de l'enveloppe du bâtiment. Il fait partie du paysage du bâtiment également. Il y a un enjeu de sécurité. Donc, le syndicat de copropriété en a la responsabilité, mais il est à l'usage strictement du copropriétaire qui vit dans l'unité adjacente. Donc, c'est un peu le parallèle. Et on va voir ça également au niveau des fois des stationnements. Donc, ça, c'est si vous achetez ou si vous souhaitez acheter une copropriété avec un espace de stationnement, qu'il soit souterrain ou qu'il soit au niveau du sol, vous allez devoir valider si l'espace de stationnement constitue une partie privative ou une partie commune à usage restreint. Donc, il se peut que l'espace de stationnement soit un espace cadastré. Donc, vous allez vraiment acheter l'espace de stationnement. Dans ce cas-ci, c'est important de le savoir. Et dans l'autre cas, au niveau de la partie commune à usage restreint, donc vous n'achetez pas un bien immobilier, vous achetez un droit d'usage dans cet espace de stationnement-là. Et donc là, à ce moment-là, vous allez payer peut-être une quote-part additionnelle pour l'utilisation de ce stationnement-là. Et même au niveau des parties privatives, il faut le comprendre, vous allez payer on va en parler tantôt, mais vous allez payer vos charges communes sur votre unité de condo, mais vous allez également payer vos charges communes sur la partie privative que constitue votre espace de stationnement. Donc, c'est important vraiment de bien cerner les deux. Donc, Éric, on a répondu à votre question. Donc, la question de Manuela. Dans la copropriété, si des travaux ont lieu dans une unité, c'est le propriétaire de l'unité qui paye cela de sa poche, mais lorsqu'il y a des travaux dans les aires communes, c'est chaque membre de l'immeuble qui contribue aux travaux. Est-ce bien cela? Donc, les travaux à l'intérieur des unités, bien entendu, sont la charge du copropriétaire. Une information qui est pertinente à savoir aussi à ce niveau-là, c'est que c'est essentiel pour un copropriétaire qui décide de faire des travaux dans son unité d'aviser le conseil d'administration. Des fois, c'est pour des questions d'heures de travaux. Des fois, c'est des questions pour s'assurer de la conformité des travaux. Il faut comprendre, si je fais venir mon beau-frère pour faire les travaux de plomberie, mais qu'il n'est pas certifié, il y a un certain risque aussi pour le syndicat parce que lorsque ça coule, ça peut affecter d'autres unités. Donc, ça, c'est important. Au niveau des aires communes, vas-y, Adrien, excuse-moi. Oui, pour les travaux, justement, ce qui est important, c'est marqué dans votre déclaration de copropriété ce que vous devez suivre là, comme règle à certains égards. Des fois, c'est des questions d'insonorisation aussi. Vous ne pourrez pas changer votre plancher pour du plancher de bois franc. Parfois, ça vous sera interdit. Il faudra mettre du plancher d'ingénierie avec une membrane en dessous. C'est tous ces éléments-là. Et ça vaut la peine de bien demander la permission et de l'obtenir, n'est-ce pas? Parce que sinon, on pourrait vous obliger à remettre en l'état. Voilà. Par contre, au niveau des travaux dans les aires communes, puis on pourra parler des parties communes à usage restreint, mais des aires communes, en effet, c'est le syndicat des copropriétaires qui prend en charge ces travaux-là. Il va les prendre en charge. Ensuite, au niveau du financement de ces travaux-là, il se peut que le syndicat ait suffisamment d'argent dans son fonds de prévoyance, c'est une notion qu'on va aborder plus tard, pour pouvoir payer ces travaux-là. Il se peut également que le syndicat n'ait pas suffisamment de sommes dans son fonds de prévoyance pour acquitter les travaux. Donc, à ce moment-là, on va parler de financer les travaux par cotisation spéciale. Donc, en plus de payer vos charges communes, vous allez devoir payer une facture additionnelle pour ces travaux-là. Donc, c'est le syndicat qui s'en occupe, mais après ça, lorsqu'il va venir le temps de payer,
il y a différentes méthodes de paiement, tout dépendant de la santé financière du syndicat des copropriétaires. Les parties communes à usage restreint, ça va dépendre de votre déclaration de copropriété. Puis ça va être important de valider. Souvent, on va mentionner comme quoi l'entretien est à la charge du copropriétaire et le remplacement va être à la charge du syndicat des copropriétaires. L'exemple qu'on donne souvent, c'est des balcons en fer forgé. Donc, de sabler la rouille une fois de temps en temps, de repeinturer pour s'assurer de garder le bien en bonne santé. Ça va être à la charge du copropriétaire. Par contre, lorsqu'il va venir le temps de remplacer les balcons, là, à ce moment-là, ça va être à la charge du syndicat. C'est ça. Et là-dessus, ça va être précisé dans la déclaration de copropriété. C'est bien important de le dire. Il n'y a pas une formule qui convient à tout le monde là, pour le remplacement, mais c'est l'intérêt justement de faire en sorte que les fenêtres et les balcons soient des parties communes à usage restreint. C'est que c'est le syndicat qui va souvent gérer les travaux. Et après, même pour le paiement, ça peut varier. Mais c'est pas chaque copropriétaire qui va se lever un beau matin et dire, moi, mes fenêtres, je trouve qu'elles sont trop vieilles, je veux les changer aujourd'hui. Ça va être une décision du syndicat souvent. Après, on a une question justement de Lise Pérus qui nous demande si les fenêtres du condo en tant que tel, comme le balcon, sont des parties communes à usage restreint. Il faut savoir que c'est pas tout le temps le cas. Et ça, la réponse, elle peut être que dans votre déclaration de copropriété, mais c'est la norme. C'est ce qui est le plus souvent, ce qu'on rencontre le plus souvent. Mais justement, on parlait des maisons de ville au début. Ben, dans les maisons de ville, ça se peut que tous ces éléments-là, et même la toiture, soient des parties privatives. Mais il n'y a pas, malheureusement, là, les déclarations de copropriété, c'est difficile à lire, c'est complexe. Et il n'y a pas un modèle qui est utilisé par tout le monde non plus. Donc, la réponse va se trouver vraiment dans la déclaration de copropriété de l'immeuble où vous voulez acheter. Tantôt, je vous parlais que ce soir, on voudrait la copropriété, théorique. Il se peut, tantôt, je vous disais que l'entretien des parties communes à usage restreint est à la charge du copropriétaire. Il se pourrait que votre syndicat décide, par facilité d'exécution, pour s'assurer que tout le monde entretienne bien ses balcons, par exemple, de mandater une firme et à ce moment-là, d'inclure ces frais-là dans le budget annuel. Souvent, on parle des travaux de peinture, que ce soit au niveau des clôtures, au niveau des balcons, etc. C'est beaucoup plus simple et ça évite qu'un ou deux copropriétaires ne fassent pas l'entretien. Puis à ce moment-là, le balcon périclite un peu plus vite. On va continuer. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. On va sans doute les adresser, puis à la fin, on va se garder une petite période de questions également. C'est ça exactement. Il faut savoir que les parties communes à usage restreint en particulier, c'est une des grosses questions en copropriété. Nous, ce soir, là, dans cette présentation, on veut juste vous indiquer que ça existe, que vous soyez conscient avant d'acheter, mais il y a beaucoup de choses à en dire encore. Et maintenant, on arrive à une autre grosse question qui va forcément vous intéresser avant d'acheter. C'est les charges communes, ce qu'on appelle aussi les frais de condo dans le langage courant. Alors, je pose la question pour commencer, est-ce que moins c'est mieux? Moins on paye de frais de condo, mieux on se porte? La réponse, c'est plus sûrement non, même s'il y a sans doute un point d'équilibre à partir duquel ça devient peut-être un peu trop. Mais il faut savoir que les charges communes, ça sert à payer pour le fonctionnement de la copropriété. On a parlé plutôt des copropriétés qui avaient des services et des équipements différents. On comprend facilement que quand on habite dans un duplex ou un triplex où il y a juste un escalier extérieur, pas de stationnement, on aura beaucoup moins de charges communes que quand on habite dans une tour où il y aura une piscine intérieure, une piscine extérieure, un gym, un stationnement souterrain étagé. Tout ça, ça va rentrer dans les charges communes. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir donc certains immeubles où il y a des charges communes qui sont de l'ordre de peut-être 150, 200 $ par mois et d'autres où au contraire, ça va être des milliers de dollars par mois. Donc ça, vous le saurez très bien individuellement dans votre recherche, là, ce qui correspond à la fois à votre budget puis à vos goûts en termes de copropriété. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les parties communes, les charges communes, ça sert non seulement à payer les dépenses courantes de la copropriété, mais ça sert aussi, et c'est très important, à mettre de l'argent de côté pour les futurs travaux dans l'immeuble. Laurent l'a évoqué tantôt et c'est quelque chose de très important, c'est le fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, comme son nom l'indique, c'est un fonds distinct dans les finances du syndicat dans lequel on va justement mettre de l'argent en prévision des futurs travaux dans les parties communes. Donc ça, quand on parle de ces travaux-là, il faut que ce soit des travaux majeurs ou des remplacements.
Des exemples typiques, c'est justement refaire la toiture, changer les fenêtres. Ça, on retrouve ça dans tous les immeubles. Mais justement, après, évidemment, plus vous avez d'équipements, si vous avez une piscine, rénover la piscine quand c'est nécessaire, ça va rentrer dans ce fonds de prévoyance là aussi. Donc, tout augmente à mesure qu'on a plus d'équipements, d'éléments dans l'immeuble. Si je peux me permettre, Adrien, on a une question de François Roy qui parle du fonds de prévoyance. Donc, on peut y répondre tout de suite pendant que je la vois. Est-ce qu'il est d'usage de prendre une très grande partie du fonds de prévoyance en cas de besoin ou préférable de piger seulement légèrement afin de toujours avoir un beau fonds afin d'attirer d'éventuels acheteurs? C'est une question qui est intéressante parce que longtemps, les syndicats de copropriété souhaitaient avoir les charges communes les plus basses possibles, disant comme quoi personne ne voudrait acheter dans une copropriété dans laquelle les frais de condo sont élevés. Maintenant, la réalité que M. Roy nous indique, c'est que les copropriétaires vont être à la recherche d'un équilibre entre les charges communes et l'investissement dans un fonds de prévoyance. Donc, on souhaite acheter une copropriété dans laquelle les sommes sont présentes pour venir, quand va venir le temps de faire les travaux futurs. Donc, est-ce qu'on pige légèrement? Est-ce qu'on prend une grosse partie? En fait, la réponse, elle est simple, c'est le fonds de prévoyance doit servir à payer les travaux futurs. Donc, si on a un fonds de prévoyance de 1 000 mais dans un bâtiment dans lequel tous les travaux sont faits, tout est à jour, tout est rénové, tout est en état, mais ce fonds de 1 000 $-là, c'est une copropriété qui est peut-être en meilleure santé qu'une copropriété qui a un fonds de prévoyance de 200 000, mais qui aurait besoin d'1 million pour faire face aux travaux futurs. Donc, c'est cette notion-là qu'il faut garder en tête. Et bon, on en a parlé, les charges communes incluent également votre portion du fonds de prévoyance. On en parle un peu plus tard. Il y a des professionnels qui font ce qu'on appelle des études du fonds de prévoyance. Donc, quand Adrien disait les travaux à faire, mais donc des professionnels qui viennent vous voir, vous disent bon, les fenêtres sont à faire dans 10 ans, la toiture dans 15 ans, la maçonnerie dans 25 ans. Ramène ça en date d'aujourd'hui et vous disent qu'il serait intéressant de contribuer tel montant. Donc là, à ce moment-là, vous savez à quoi vous en tenir dans les prochaines années. Donc voilà. Oui, absolument. Je pense que c'est important de le dire. Le fonds de prévoyance, en général, on réfléchit sur un horizon de 25 ans. Donc ça, ce que ça veut dire, et la réponse c'est très bonne, c'est pas de piger soit légèrement, soit d'un coup. C'est vraiment de se servir de l'argent qu'on a là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Et le secret pour ça, c'est de cotiser suffisamment. Donc ça, c'est une optique, le fonds de prévoyance, c'est une logique d'équité intergénérationnelle, c'est de dire justement que c'est pas parce que moi, quand je suis là, quand je viens d'acheter et là, il faut changer les fenêtres, c'est moi qui vais payer pour toutes les fenêtres, alors qu'il y a des gens qui ont habité dans l'immeuble 25 ans ou 30 ans plus tôt et qui n'ont rien payé pour ces fenêtres-là, mais ceux qui en ont profité. Ben justement, le fonds de prévoyance, ça vient lisser tout ça et on cotise par rapport à ce qu'on utilise. Les années où on habite là, on va payer en fonction de ça. Laurent, je vais te laisser intervenir, oui. Mais juste pour dire, justement, on parle souvent ici, on vous présente la copropriété idéale. Il faut savoir qu'au Québec, il y a un gros déficit de cotisation en général au fonds de prévoyance. Donc, malheureusement, c'est rare les copropriétés où vous allez avoir des bons montants au moment où vous allez acheter aujourd'hui. Une question de Mariette, parce qu'on a parlé des charges communes du fonds de prévoyance. Tantôt, j'ai glissé mot sur les cotisations spéciales. Les cotisations spéciales, en effet, c'est lorsque il est le temps de faire les travaux et les sommes ne sont pas dans le compte du syndicat. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lève une cotisation spéciale. Et la question de Mariette est à savoir si cette cotisation-là est fixée en fonction des quotes-parts de chacun des copropriétaires. Puis ça, c'est une notion qui est intéressante de rappeler. Ce n'est pas parce qu'on a 4 unités que chacun des copropriétaires a automatiquement 25 des charges. Il se peut qu'un copropriétaire ait 30 il se peut qu'il y en ait un autre qui en ait 15 Ça dépend de plusieurs éléments, donc la description des fractions. Donc, les cotisations spéciales, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la facture des travaux et on va la diviser, en effet, Mariette, en fonction des quotes-parts de chacun des copropriétaires. C'est ça. En général, sauf exception, parce qu'il pourrait toujours y avoir des exceptions. Justement, on parlait des parties communes à usage restreint. Si c'est prévu dans la déclaration que chaque copropriétaire paye pour ses propres fenêtres, par exemple, à ce moment-là, celui qui en a 4, il paiera plus que celui qui en a 3, peu importe leur quote-part. Mais oui, ça nous amène ce point qui est très important justement dans les charges communes, c'est que les charges communes aussi, en général, en fait, les charges communes sont calculées en fonction des quotes-parts. Donc, quand vous achetez une fraction, ça correspond à une quote-part
qui correspond à la fois à votre droit de vote en assemblée. C'est pas en assemblée, en copropriété, c'est pas une personne un vote. C'est vraiment, vous avez le nombre de votes qui correspondent à votre quote-part dans la copropriété, avec certains garde-fous pour éviter, notamment dans les petites copropriétés, qu'il y ait une personne qui est la majorité et qui puisse imposer ses décisions à tout le monde. Mais les charges communes, ça fonctionne comme ça aussi pour le budget régulier, finalement. On va prendre la somme totale du budget, ce qu'on a prévu qu'on allait dépenser cette année, et on va le diviser en fonction des quotes-parts et on va envoyer la facture au copropriétaire. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous hésitez entre deux unités dans le même immeuble, regardez combien ça coûte les frais de condo dans l'une ou dans l'autre. Ça pourrait être différent, des fois assez différent. On comprend, par exemple, que celui qui habite dans le penthouse tout en haut, ça coûtera plus cher que celui qui a peut-être l'appartement au premier étage avec 2 chambres seulement. Donc, et pourtant, vous aurez tous les deux accès, par exemple, à la piscine, tous les deux accès au gym. Ça ne change pas, mais vous aurez quand même une contribution différente qui vous sera demandée dans le fonctionnement financier de la copropriété. C'est vrai. Les travaux, rénovation, l'amélioration, on vient d'en parler finalement, c'est exactement ce qu'on disait, là, les quotes-parts vont faire foi de tout sauf pour les parties communautaires restreints. Parfois, en fonction de ce que va dire votre déclaration de copropriété, si vous habitez déjà en copropriété et que vous n'êtes pas sûr de comment répartir ça, on offre des formations selon l'année, notamment plusieurs sur les parties communes à usage restreint. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement appeler. Il y a des conseillers qui vous aideront à répondre à ces questions. Autre chose à savoir importante avant d'acheter un condo, c'est le fonctionnement des assurances en copropriété. Alors, il faut savoir, bon, si vous êtes, par exemple, si vous êtes en location en ce moment, vous avez votre assurance locataire, c'est tout ce dont vous avez besoin. S'il arrive quelque chose, vous le signalez à votre propriétaire, excusez-moi, et vous le signalez à votre assureur et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Si vous êtes en maison unifamiliale, vous avez tout simplement votre assurance propriétaire et vous gérez les choses avec votre assureur en cas de sinistre. En copropriété, c'est un peu différent. Il y a 2 assurances complémentaires. Il y a l'assurance du syndicat et il y a l'assurance du copropriétaire. Il faut savoir que le syndicat, il est responsable d'assurer tout l'immeuble en incluant les parties privatives, à l'exception des améliorations qui ont été apportées aux parties privatives. Je vais expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire. Mais donc, l'assurance du copropriétaire qui vient en complément, elle assure donc juste ces améliorations-là. Et pour le reste, ça ressemble beaucoup à une assurance de locataire dans le sens où elle va assurer vos biens meubles, mais elle ne va pas être responsable d'assurer l'immeuble, votre assurance de copropriétaire. Par contre, c'est important de mentionner, comme copropriétaire, vous avez l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile. Dans des bâtiments de 13 unités et moins, Adrien, corrige-moi, on parle d'une assurance responsabilité civile à la hauteur d'1 million. Et dans un bâtiment de 13 unités, en fait 14 et plus, on parle de bâtiment, on parle d'une assurance responsabilité civile de 2 millions. Donc, ça, c'est les déclarations de copropriété prévoient habituellement ces montants-là. Mais depuis l'instauration du projet de loi 16, ça fait partie des obligations des copropriétaires. Oui, exactement. Et c'est important de le dire, c'est vraiment une obligation légale. Vous ne pouvez pas y échapper, mais en même temps, donc maintenant, c'est quasiment automatique dans vos contrats d'assurance copropriétaire que ce sera intégré. Donc, il y a souvent peu d'enjeux avec ça. C'est pas des couvertures très chères non plus, les assurances en responsabilité civile. Donc, je parlais des améliorations, les fameuses améliorations. Il faut savoir qu'en copropriété, quand vous allez acheter, vous pourrez demander au syndicat la description de l'unité de référence. L'unité de référence, c'est ce qui va vous dire, finalement, ce qui va décrire ce qui est assuré par le syndicat dans votre unité. Donc, par défaut, tout ce qui est différent de ça dans l'unité ou dans l'appartement que vous visiterez, eh bien, ça va être une amélioration dont vous allez être responsable. Souvent, des améliorations, bon, c'est changer des comptoirs de mélamine qui étaient là à la construction pour des comptoirs de quartz quand on rénove. C'est un bon exemple. Justement, changer des tapis pour mettre des planchers de bois franc, c'est une amélioration aussi. Ce que ça veut dire, bien souvent, vous n'aurez rien à faire de spécial par rapport à votre assureur parce que dans votre contrat d'assurance copropriétaire,
les assureurs appliquent une formule où ils multiplient en général par 3, par 5, le montant de votre couverture pour vos biens meubles et ça va devenir votre couverture pour les améliorations. Et souvent, ce sera bien au-dessus de ce dont vous avez effectivement besoin, mais ils fonctionnent tous de la même manière. C'est une pratique courante dans l'industrie, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On le mentionne juste pour être complet là-dessus. Hein? Alors, Donc, on arrive. oui, non, mais c'est ça. Donc, on arrive aux événements un peu d'actualité. C'est ce qu'on on a traité à quelques reprises, là, les dernières réformes. Adrien vous a parlé du projet de loi 16. Il y a également le projet de loi 141 et 41 qui sont arrivés plus tôt, qui, eux, traitent du volet assurance. Donc, tantôt, on a parlé de l'unité de référence. Donc, c'est une nouvelle obligation en vertu de ce changement législatif-là. Donc, il y a quelques questions au niveau du fonds de prévoyance. Donc, en effet, carnet d'entretien et fonds de prévoyance, ce sont des notions qui ont été instaurées dans le projet de loi 16. Donc, l'étude du fonds de prévoyance en tant que tel, c'est l'expertise que je vous parlais plus tôt qui vise à définir tous les travaux à faire dans les 25 prochaines années et d'annualiser le tout pour pouvoir vous permettre d'être plus juste au niveau du montant de votre contribution au fonds de prévoyance et vous assurer que les sommes soient nécessaires lorsque va venir le temps de faire les travaux et également, comme Adrien le disait, d'assurer une certaine équité intergénérationnelle. Donc, on a été là pendant 10 ans, on a contribué pendant 10 ans et la personne qui va arriver après n'a pas à assumer un déficit de contribution au fonds de prévoyance. Donc, voilà. Par contre, pour arriver à maintenir en état tous les éléments de l'immeuble, si on veut, pour s'assurer que lorsque le professionnel dit la toiture a 20 ans d'expérience de vie, qu'elle atteint son 20 ans, il faut l'entretenir. Donc, les syndicats ont maintenant l'obligation de mettre en place un carnet d'entretien qui vise à définir tous les travaux d'entretien à faire sur les éléments de l'immeuble pour que les éléments atteignent leur durée de vie utile. Et pour le carnet d'entretien et pour le fonds de prévoyance, c'est des notions qui vont être définies par un cadre réglementaire qui n'est pas encore publié par le gouvernement. Donc, la loi est entrée en vigueur en janvier 2019, mais 2020, pardon, et le gouvernement se donnait 2 ans pour rédiger le règlement. On croit comprendre qu'on est à l'aube d'une première publication au niveau des règlements qui va venir déterminer les modalités, tant pour l'étude que pour le carnet d'entretien. Donc, c'est important à savoir lorsque vous allez acheter une copropriété. Il se peut que votre syndicat ait déjà un carnet d'entretien, ait déjà une étude du fonds de prévoyance. Dans ce cas-ci, c'est bon signe. S'il n'en a pas, ce n'est pas nécessairement mauvais signe. Il n'a pas l'obligation d'en avoir encore. Ce qui est le plus important à noter, c'est que le professionnel va déterminer, comme on disait, les montants des contributions à faire au fonds de prévoyance pour pouvoir assumer les travaux futurs. Et le syndicat a l'obligation de contribuer à la hauteur des recommandations du professionnel. Donc, il y avait une question qui demandait qu'est-ce qui arrive si les copropriétaires préfèrent des cotisations spéciales plutôt qu'un fonds de prévoyance. Mais dans ce cas-ci, on n'aura pas la possibilité de le faire. C'est ça exactement l'objectif, justement, c'est d'éviter qu'il y ait beaucoup de cotisations spéciales qui font que, justement, c'est les derniers arrivés qui payent pour l'essentiel des travaux. Malheureusement, dans les faits, on est souvent obligé d'avoir recours à des cotisations spéciales, tout simplement parce que si la toiture est à changer cette année, si on n'a pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance, il faut quand même qu'on paye pour ces travaux-là. Carnet d'entretien, fonds de prévoyance, on l'a dit, le règlement arrive très bientôt. Il y a des très bons élèves qui ont déjà tous ces documents-là, mais d'ici à 3 ans, en théorie, tous les syndicats de copropriété devraient avoir ces documents-là. Donc, si vous prévoyez acheter, peut-être pas immédiatement, mais dans les prochaines années, ça va être quelque chose que vous allez rencontrer. Autre chose que vous allez rencontrer qui va être dans ce même règlement-là, c'est l'attestation du syndicat sur l'état de la copropriété. Alors, cette attestation-là, c'est quand même vraiment intéressant parce que ça va venir répondre à la plupart des questions que vous aurez au moment d'acheter. On ne connaît pas exactement les informations qui vont être dessus, mais il y aura mais on sait déjà dans les grandes lignes là, qu'il y aura des informations à la fois financières, techniques, de gouvernance. On parlait de règlement, peut-être qu'il y aura des choses là-dessus, les règlements de l'immeuble, je veux dire,
Peut-être qu'il y aura des éléments là-dessus dans cette attestation. Ça va être un document qui va vous être remis par le syndicat. En fait, non, qui va vous être remis par le vendeur, mais lui, il l'aura obtenu du syndicat et qui va vous faire finalement un résumé des choses les plus pertinentes à savoir avant d'acheter, qui ne vous empêchera pas d'aller chercher plus d'informations auprès du syndicat. C'est notre prochaine diapositive. Mais ça va venir vous simplifier la vie considérablement, on pense, dès la prochaine année, sans doute. Et pour finir, là, les dernières réformes, quelque chose d'important, c'est le fonds d'auto-assurance. Ça, c'est une nouveauté qui rentre en vigueur au mois d'avril cette année, qui vient dire au syndicat de mettre de côté l'équivalent de sa franchise la plus élevée pour qu'en cas de sinistre, on n'ait pas besoin d'avoir recours justement à une cotisation spéciale immédiatement pour réparer et qu'on puisse avoir cet argent-là sous la main et on renflouera ce fonds au fur et à mesure. Excellent. Donc, les documents et les informations à obtenir avant une transaction, donc on en a parlé au fur et à mesure, mais c'est important d'y revenir. Donc, la déclaration du vendeur, c'est un document essentiel, donc il va vous parler cette fois-ci de l'unité en tant que telle et non nécessairement du bâtiment, mais c'est important d'avoir ce document-là. La demande de renseignement au syndicat des copropriétaires, le fameux DRCOP, qui est rappelons-le, un document non obligatoire, mais tellement pertinent pour connaître l'état de santé de la copropriété. Donc, on va voir les charges communes, on va voir les cotisations spéciales à venir, on va savoir si le syndicat est dans un litige avec un autre copropriétaire, peu importe. Donc, c'est de l'information qui est nécessaire. Cette information-là, vous avez le droit de la demander comme futur acquéreur. Adrien vous a parlé de l'attestation sur l'état du syndicat. Ça devrait arriver dans les prochains mois aussi. Donc, éventuellement, l'attestation va être un document je ne vais pas dire beaucoup plus complet, mais qui va inclure beaucoup de ces documents-là également. Les états financiers, c'est important de savoir dans un exercice financier si le syndicat accuse un déficit ou même des bénéfices, ce qu'il ne devrait pas nécessairement avoir à faire. Là. Un syndicat est un organisme à but non lucratif, il n'y a aucun intérêt à faire des bénéfices. Donc, c'est important de savoir si d'année en année, il y a des déficits d'opération ou si le syndicat fait ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire assumer l'ensemble des charges d'opération du bâtiment. Procès-verbaux des assemblées. Donc, vous pouvez aller jusqu'à même 5 ans en arrière pour pouvoir voir d'année en année quelles décisions ont été prises, comment les choses ont été faites. Vous allez souvent, de cette façon-là, avoir une information sur la vie de communauté, sur la vie de la copropriété, mais également, des fois, on apprend que tel et tel travaux ont été faits il y a 5 ans. On n'avait pas nécessairement l'information. On apprend que des votes qui ont été pris aussi au niveau des règlements, donc c'est important. Et procès-verbaux, des conseils d'administration, vous avez la possibilité d'avoir ça aussi pour savoir un peu comment les décisions se prennent dans cette copropriété-là. Donc, ça fait partie d'une liste qui est non exhaustive, bien entendu, là, des documents et des informations que vous pourrez faire. Si vous faites la transaction avec un courtier, le courtier immobilier va prendre en charge également d'aller chercher ces informations-là pour vous également auprès du vendeur, mais également auprès du syndicat des copropriétaires. Donc, ça, c'est important. Le vendeur, comme copropriétaire, n'a pas nécessairement toute l'information sous la main pour pouvoir répondre à vos questions, mais le syndicat devrait l'avoir. Donc, vous pouvez, mais vous devez également demander cette information-là pour être sûr là, d'acheter en toute connaissance de cause. Oui, absolument. On nous a posé la question un peu plus tôt de savoir à qui et quand est-ce qu'on peut demander ces informations-là. Il faut savoir que la loi prévoit que le syndicat est tenu de répondre aux questions des promettants acheteurs pour les aider à prendre une décision éclairée. Promettant acheteur, ça veut dire finalement qu'il faut que vous ayez déjà déposé une offre d'achat. Donc, on est avancé dans le processus. C'est pas forcément au moment de la visite avec le courtier que vous allez prendre votre téléphone et appeler les administrateurs du syndicat tout de suite après pour avoir ces informations-là. Par contre, dans le futur, avec l'attestation dont on a parlé, que le vendeur, a priori, aura sous la main au moment où il met en marché son unité, ben ça va vous donner en un coup d'œil, finalement, toutes ces informations-là sans que vous ayez besoin de demander au syndicat. Ça permet de répondre à une autre question qu'on a eue justement quand je parlais de description de l'unité de référence. L'unité de référence, il faut la demander finalement au syndicat de la même manière
quand vous serez à l'étape où vous aurez déposé une promesse d'achat. Mais en général, c'est pas l'élément le plus critique là, qui devrait guider votre transaction d'unité de référence. Et le dernier des 10 points là, à savoir avant d'acheter un condo, là, on fait un focus en particulier sur la copropriété neuve et l'achat sur plan parce que c'est très différent à bien des égards de ce dont on a discuté jusqu'à présent, pour la bonne et simple raison que souvent, il n'y a pas encore de syndicat qui est constitué. Ça, vous faites affaire directement avec le promoteur. Donc, ce que ça veut dire de faire avec le promoteur, c'est les règles sont un peu différentes. Vous aurez des contrats préliminaires, des notes d'information qui vont vous donner des informations bien souvent sur un immeuble qui n'existe pas encore. Donc, ce à quoi il faut faire attention quand on fait ça, la première chose, c'est de se poser des questions sur le plan de garantie. Il faut savoir qu'en copropriété, si l'immeuble comporte jusqu'à 4 parties privatives superposées, donc en général 4 étages d'habitation, n'est-ce pas? Vous serez couvert obligatoirement par GCR, garantie de construction résidentielle. Au-dessus de ça, pour des immeubles plus hauts, GCR n'est plus du tout dans le portrait et au contraire, là, vous aurez peut-être des plans optionnels offerts par le promoteur ou des fois pas de plan de garantie du tout. Donc, renseignez-vous avant de signer un contrat préliminaire. Ça peut être très bon à savoir et ça peut être bon de comparer les couvertures aussi si vous hésitez, par exemple, entre un achat dans un immeuble où il y a 3 étages et un achat ou un immeuble où il y a 5 étages. Ça peut faire une différence pour vous. Et on a aussi une nouveauté qui naît avec le projet de loi 16, c'est la protection des acomptes. Vous avez sans doute tous entendu parler, malheureusement, de ce qui s'est passé dans le cadre de la faillite de Bel Habitat à Laval. En copropriété, il faut savoir que vos acomptes sont protégés par le promoteur, donc c'est la loi. C'est prévu, mais il faut quand même vous renseigner pour savoir comment ils sont protégés parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont disponibles. Idéalement, vous auriez une bonne idée justement de qui protège vos acomptes, comment vous faites en cas de réclamation, dans quel cas vous pouvez réclamer finalement le remboursement de ces acomptes-là aussi. Ça fait partie des questions à poser. Une autre chose importante quand on achète sur plan, c'est de bien faire la différence entre la superficie brute et la superficie nette. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, bon, évidemment, on va vous présenter une superficie. Vous achetez un condo, 3 chambres à coucher, ça fait 1200 pieds carrés. Quand vous arrivez, vous recevez le certificat de localisation et finalement, vous vous rendez compte que l'appartement fait juste 1000 pieds carrés. Donc, vous vous dites, bon, ouais, j'ai perdu 200 pieds carrés là, sur mon condo. Il faut savoir que sur les contrats préliminaires, on parle souvent de superficie brute. Superficie brute, c'est à l'extérieur des murs, entre guillemets, et la superficie nette, c'est vraiment ce que vous aurez à l'intérieur des murs. Donc, il y a tout le temps une variation. Après, des fois, elle est exagérée, des fois, elle ne l'est pas. Si vous sentez que vous avez un problème avec ça, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec un avocat, sans doute. Là. Mais c'est quelque chose à prendre en compte pour vous et poser la question de savoir comment est calculée la superficie qu'on vous présente quand vous achetez sur plan pour éviter les mauvaises surprises, justement. Et dernier point à bien prendre en compte, c'est donc le promoteur, dans sa note d'information, il doit fournir un budget prévisionnel. Donc ça, il va vous dire la première année du syndicat, une fois qu'il sera construit, qu'il fonctionnera, voici le budget qu'il y aura. Donc ça vous donne une idée justement du montant des charges communes que vous aurez à payer dans cette copropriété-là. Mais bien souvent, il faut savoir que ça peut être différent et parfois de manière significative du budget réel que vous aurez. Donc, ça peut être dû à plein de raisons. Ça peut être tout à fait de bonne foi parce que certains contrats d'entretien ou autres, ou même les assurances du syndicat pourraient être beaucoup plus élevés entre le moment où le promoteur vend le projet, peut-être 3-4 ans avant que vous emménagiez dedans, et le moment où effectivement donc vous prenez possession du condo. Et parfois, ça peut être justement les cotisations au fonds de prévoyance qui sont sous-estimées. Ça peut être tous ces éléments-là. Il faut savoir que maintenant, dans la loi, c'est prévu que s'il y a un trop gros écart entre le budget prévisionnel et le budget réel, une fois que le syndicat est créé, le promoteur sera tenu là, de rembourser cette différence-là sous certaines conditions. Donc ça, c'est à venir aussi. Mais c'est une nouvelle protection qui est offerte aux acheteurs de copropriété neuve. Laurent? Oui, excellent. Non, c'est parfait. C'est bon, parfait. Donc, ça fait le tour des
des 10 points principaux qu'on voulait vous présenter, des choses à savoir avant d'acheter un condo. Euh, avant de répondre à quelques questions, je voulais vous souligner qu'on vient de publier le RGCQ en partenariat justement avec Garantie de construction résidentielle et l'organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec, un guide sur l'achat en copropriété. Vous pouvez le trouver au site internet suivant, monfuturcondo.info. C'est un guide qui est extrêmement complet. Il y a beaucoup de contenu. Donc, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est une partie de ce que vous pourrez trouver là-dessus. Et il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez consulter donc sur le site web, c'est très facile, très pratique. Et vous pouvez aussi télécharger une version PDF qui vous permettra soit de l'imprimer, soit de le lire en dehors d'Internet. Excellent. Donc, merci Adrien. En effet, beau document d'information à partager également. Donc, on va prendre quelques questions. On est un peu retard dans nos délais, mais on va prendre quelques questions. C'est important de mentionner quand même qu'il va être difficile pour Adrien et moi de répondre à des questions spécifiques sur des cas précis ou même sur une copropriété précise. La première des raisons, c'est que souvent les déclarations de copropriété sont les bonnes sources de réponses à ces questions-là et malheureusement, nous, on ne les a pas sous la main. Et l'objectif aussi ce soir, c'est d'y aller dans des questions générales pour bien comprendre disons-le, les enjeux de la copropriété. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Une question de Mme Nancy Roy qui est très pertinente. Est-ce qu'on peut demander à une compagnie de gestion d'agir comme administrateur? Donc, dans les organes décisionnels, vous avez compris que les gestionnaires de copropriété n'en faisaient pas part. On ne les a pas indiqués. Les gestionnaires sont mandatés à l'occasion pour les opérations courantes d'un syndicat de copropriété. Donc, ils sont engagés par le conseil d'administration pour veiller au bon fonctionnement de la copropriété. Les gestionnaires n'administrent pas l'immeuble, mais le gèrent. Donc, les administrateurs sont obligatoires. Donc, vraiment, le syndicat va devoir avoir un conseil d'administration et ce conseil-là pourra mandater une firme de gestion pour prendre certaines responsabilités, mais les décisions sont toujours prises par le conseil d'administration. Donc, voilà. C'est bon. Une question que je trouvais super intéressante aussi, question de Mme Kelna Constantinescu, pardon, par rapport à les stationnements. Tantôt, on a parlé des stationnements parties communes à usage restreint, on a parlé des stationnements parties privatives, et Mme Constantinescu, dans sa déclaration de copropriété, nous indique comme quoi il y a comme une incohérence. Chez elle, tous les stationnements sont des parties communes à usage restreint, donc non cadastrés, mais la déclaration de copropriété fait référence à des espaces de stationnement de propriétaires. Il se peut que votre déclaration de copropriété ne soit pas parfaite. Il se peut qu'elle comporte certaines erreurs, que ce soit des erreurs, comme j'appellerais la déclaration initiale, donc vraiment la première déclaration de copropriété, ou des erreurs de mise à jour ou de changement de règlement qui auraient été faites soit par des notaires ou soit par des administrateurs. Donc, dans ce cas-ci, il est toujours possible de revenir vers le notaire qui a écrit la déclaration de copropriété. Vous allez trouver son nom au début de la déclaration de copropriété comme auteur de celle-ci. S'il y a des incohérences, peut-être voir à les corriger. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre des notaires si vraiment l'élément vient créer préjudice aussi ou créer un flou ou un mécontentement dans votre déclaration de copropriété. Donc ça, c'est important de revérifier. Je ne sais pas, Adrien. Oui, on a une bonne question parce que ça va nous amener à un point général. On nous demande si le carnet, si l'étude du fonds de prévoyance demande 4 000 $ par année de cotisation au fonds de prévoyance, est-ce que le syndicat est obligé de cotiser ce montant? Que peut-il arriver s'il cotise moins que propose le rapport? Alors, ce que la loi nous dit, puis cet article-là, il entrera en vigueur quand on aura donc le dernier règlement, donc pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est que le syndicat doit baser ses cotisations sur les conclusions de l'étude. Après, que peut-il arriver s'il cotise moins? Donc, s'il cotise moins, on comprend que c'est le conseil d'administration. C'est une chose importante à savoir. Il n'existe pas de police de la copropriété. C'est-à-dire qu'on l'a dit, la copropriété idéale, il y en a très peu. Il y a beaucoup de copropriétés où ça ne fonctionne pas comme c'est censé fonctionner. Et il n'y a pas c'est pas la régie du bâtiment, le ministère de l'Habitation qui va venir vous voir et vous mettre des amendes demain pour la plupart de ces éléments-là. Donc, vous, qui êtes justement ce soir dans le processus d'acheter un condo, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de bien vous renseigner en obtenant les documents. Bon, on l'a dit,
les procès-verbaux, par exemple, des assemblées, des états financiers, ces choses-là, pour savoir si avant de vous engager dans une copropriété, elle est bien gérée ou pas. Parce que mieux elle est gérée, plus les administrateurs suivent les lois et les règlements en place, moins vous aurez de mauvaises surprises. Puis les mauvaises surprises, pour vous, en tant que copropriétaire, c'est très simple. Il y a deux mauvaises surprises principalement. Soit il y a des problèmes avec le bâtiment, soit il y a des problèmes d'argent. Et souvent, l'un amène l'autre. Donc, vous, ce que vous voulez éviter surtout, c'est de vous retrouver à payer plusieurs milliers de dollars pour réparer les problèmes des autres alors que vous venez d'acheter dans une copropriété. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, donc, c'est d'être bien diligent dans les questions que vous posez, dans les informations que vous avez avant de conclure une transaction, parce que ça pourra justement vous épargner bien des soucis par la suite. Adrien, peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran, juste montrer la dernière diapositive pour que les gens puissent la voir au niveau des coordonnées du RGCQ s'ils ont des questions. Donc, vous pouvez nous contacter au rgcq.org, qui est le site web. Vous allez trouver les formations et de l'information, bien entendu. L'adresse courriel générale, info@rgcq.org, mais sur le site, vous allez trouver une section Nous joindre. Et on est présent sur les différents médias sociaux également. Donc, ce soir, on était en Facebook Live aussi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement de cette façon-là et même par Messenger. Donc, parfait, Adrien, je vais t'inviter à arrêter ton partage. Comme ça, les gens vont pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble. Parfait, excellent. Question de Mme Claudette Daniel qui nous demande comment, parce qu'on en a parlé tantôt, comment vérifier le bon voisinage. Donc, en effet, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Vous allez pouvoir, dans les comptes rendus des conseils d'administration, même dans les procès-verbaux des assemblées générales, vous allez avoir une bonne idée de l'harmonie qui règne dans la copropriété. C'est là que vous allez peut-être pouvoir voir certains conflits, etc. Donc, vous allez pouvoir le voir. Et il n'y a rien qui vous empêche de poser la question aux copropriétaires vendeurs. Et si vous avez la chance au conseil d'administration de demander comment fonctionne la copropriété. Donc, ça, c'est important de le faire. Tantôt, Adrien, on a parlé du fonds de prévoyance. Donc, le gouvernement va donner un 10 ans pour recouvrir. En fait, peut-être juste nous préciser exactement ce que tu as pensé. Oui, exactement. Donc, c'est marqué dans la loi que les syndicats auront 10 ans en cas de déficit du fonds de prévoyance pour rattraper. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement là, que si vous faites une étude demain de votre fonds de prévoyance, que vous vous rendez compte que par rapport à la trajectoire que vous devriez suivre, la trajectoire financière là-dedans, il vous manque 100 000 dollars, par exemple, ces 100 000 dollars, vous ne serez pas obligé de le mettre demain matin dans votre fonds de prévoyance. Vous allez pouvoir étaler ce rattrapage-là sur 10 ans. Excusez-moi. Ça permet justement d'éviter un trop gros choc financier. Ça permet justement de garantir encore une certaine équité intergénérationnelle là aussi pour éviter que ce soit vous qui êtes propriétaire au moment où vous faites cette étude-là qui vous ramassez avec l'ensemble de la facture. Par contre, ça ne vous protège pas contre le fait que s'il vous manque 100 000 dollars dans votre fonds de prévoyance et que c'est cette année que vous devez changer la toiture, il faudra quand même faire une cotisation spéciale pour payer pour changer la toiture. Donc ça malheureusement, vous ne pourrez pas y échapper, mais il y a quand même cette mesure qui permet d'atténuer l'augmentation. Question, au niveau des codes-parts, tantôt on en a parlé. Sur quoi se sont basés le notaire, le promoteur, l'arpenteur géomètre pour déterminer les codes-parts? Donc, on parle d'évaluation foncière ici, mais la réponse, somme toute, c'est une combinaison d'étages. Hein. Souvent, plus on est haut, plus la cote-part est élevée. En fait, la fraction qu'on achète, donc la cote-part est élevée. Souvent, la superficie de l'appartement aussi, donc les plus grands appartements aussi. On va avoir également l'aspect de l'ensoleillement, donc les unités qui sont plus exposées au soleil. Et somme toute, si on compile ces trois informations-là, souvent, c'est ces informations-là que les promoteurs se servent pour déterminer les prix de vente. Donc, au début, souvent, ça va être fait de cette façon-là. Donc, l'évaluation foncière en tant que telle n'a pas nécessairement de répercussions sur les codes-parts. Oui, voilà. C'est ça. Puis c'est important de dire, je pense aussi, justement, les codes-parts, elles ne changent pas en général dans la vie de l'immeuble. Une fois que la cote-part est attribuée par le promoteur au moment de l'écriture de la déclaration de la copropriété, elle va rester identique tout au long de la vie de la copropriété, sauf s'il y a vraiment des changements majeurs, là, mais
des améliorations. Je ne sais pas, on pourrait fusionner deux unités, par exemple, et là, évidemment, il y aurait des codes-parts qui changeraient, mais à part de ça, c'est très rare. Donc, on va prendre une dernière question avant de se quitter vers 19h15. Puis c'est une question qui est super intéressante parce que c'est vraiment pour ce genre de questions-là qu'on faisait la formation de ce soir. Une question de Mélissa Letourneau qui nous demande comment évaluer un condo que nous voulons acheter, exemple, un immeuble similaire, d'année de construction similaire. Comment voir pour un condo avec 100 $ de charges communes par mois, sans rapport de fonds de prévoyance, etc. Puis le comparer avec un condo qu'on a des charges communes de 450 $ par mois et avec une analyse du fonds de prévoyance. Donc, c'est sûr que la réalité, si on a deux immeubles similaires, un avec des charges communes très basses, puis l'autre avec des charges communes quand même significativement plus élevées. Qu'est-ce qui vient affecter les charges communes? Tantôt, on en a parlé. Il y a les frais d'opération. Donc, est-ce que dans cet immeuble-là, il y a un gestionnaire professionnel? Ça pourrait faire augmenter les charges. Est-ce qu'il y a, ça peut arriver, mais des gardiens de sécurité, un portier? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on ne voit pas qui viendraient vraiment affecter l'augmentation, les charges communes? Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher les états financiers des syndicats pour vraiment être en mesure de voir au niveau des budgets d'opération, est-ce qu'il y a un élément qui fait qu'une des copropriétés a des charges communes beaucoup plus élevées? Si ce n'est pas le cas, mais là, à ce moment-là, on se retourne vers le fonds de prévoyance. Madame Letourneau l'indique, un syndicat n'a pas d'étude et l'autre en a une. Donc, cette étude-là, vous avez le droit, comme futur acquéreur, d'y avoir, de la demander et dans laquelle vous allez pouvoir voir les travaux à faire et le montant que l'expert recommande de mettre mensuellement en charge commune. Théoriquement, là, si les frais d'opération sont les mêmes, vous allez trouver la différence au niveau des charges communes. C'est dans ce cas-ci quand même un montant assez significatif. Donc, on parle de quand même de 350 $ de plus par mois pour chacune des unités. À savoir, il y a combien d'unités, quels sont les travaux à faire aussi. Peut-être que le syndicat qui n'a pas d'études du fonds de prévoyance dans lequel les charges communes sont de 100 $ lève des cotisations spéciales à chacune des unités de 4 000 $ annuellement pour faire face aux travaux. C'est possible aussi. Donc, moi, je vous parlerai d'un exemple qu'on a eu récemment d'un syndicat, d'un couple d'acheteurs qui achetait dans une copropriété de Laval, pour ne pas la nommer, et qui a décidé d'acheter. Et les charges communes l'année d'après ont doublé et le syndicat a levé des cotisations spéciales aussi pour faire face à travaux de toiture, fenêtres, etc., etc. Et donc, on se rend compte que c'est important de vérifier parce que lorsqu'on achète une copropriété et lorsque c'est notre premier investissement immobilier, souvent, il faut prendre en compte ces éléments-là parce que ça vient changer le budget aussi. Donc, ça vient changer le budget du ménage. Puis c'est important d'acheter une copropriété dans laquelle vous êtes à l'aise de payer des charges communes parce qu'il faut penser également que ces charges-là vont augmenter d'année en année. On a vu cette année l'inflation au Canada. La copropriété ne fait pas part de ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact de l'indice des coûts de la construction aussi, l'augmentation des matériaux, on l'a vu au niveau des travaux en copropriété. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas épargné de tout ça. Donc, il faut s'attendre à ce que nos charges communes évoluent avec le temps. Mais donc, Mme Letourneau, très bonne question. Je ne sais pas si Adrien, tu avais peut-être… Oui, moi, je compléterais peut-être pour dire que dans cet exemple-là, justement, quand on a des charges communes pour deux immeubles identiques, qui sont à ce point-là différentes, à moins qu'il y ait un immeuble où justement on se paye vraiment beaucoup de services supplémentaires et donc on a cette qualité de vie-là. Mais si on a des services similaires, des immeubles similaires et qu'il y a une aussi grosse différence, c'est fort possible que celui qui n'a pas fait son étude de fonds de prévoyance encore, quand il l'aura faite, ses charges communes vont augmenter significativement. Donc, la bonne affaire qu'on croit faire aujourd'hui, elle ne le sera peut-être pas demain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter nécessairement là, mais il faut être conscient que ce montant de 100 $ par mois, ben, il pourrait changer assez rapidement et assez fortement aussi. Voilà, donc merci Adrien de ta présence ce soir. Je pense que ça a été très, très instructif pour tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents, que ce soit sur Facebook ou directement sur le Zoom. Donc, c'est une première de plusieurs webinaires InfoCondo. Donc, on espère que vous avez apprécié. On l'a mis dans la présentation monfuturcondo.info si vous voulez avoir accès au guide. Sinon, sur le site du RGCQ, vous allez trouver plusieurs informations et dont le lien vers le guide. Donc, si vous avez des questions,
vous allez pouvoir le consulter. Sinon, on vous réfère, bien entendu, vers votre courtier immobilier, vers votre notaire pour des questions beaucoup plus précises et vers votre avocat également s'il y a des points de précision. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à tous et à toutes et on se revoit dans un prochain webinaire.